Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes, parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation, parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. J'aime pas trop parler de moi, donc j'essaie de dire des choses intéressantes et voilà, pas trop intime parce que ça sert pas forcément le propos en général et et en plus moi j'aime pas trop me mettre à nu en fait, je suis assez introvertie de base. Alors pourquoi t'es là ? Parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que je te fais conscience et que je trouve que le concept est super. C'est important de parler des relations amoureuses, amicales aujourd'hui, puisque comme une autre personne le disait dans ce podcast, l'intime est politique et donc je trouve ça intéressant. Et c'est quoi alors ta vision de l'amour et des relations amoureuses aujourd'hui ? Je pense que c'est très compliqué et qu'on est un peu à un tournant historique. C'est dans le podcast de Victoire Tuaillon. Il disait qu'on en est vraiment à faire une révolution romantique. C'est plus seulement une révolution sexuelle, c'est plus la libération sexuelle. Maintenant, on interroge vraiment dans le détail les relations. Ouais, c'est intéressant de confronter les expériences et de voir les schémas de domination, puisque je pense qu'il y a beaucoup de rapports de force dans les rapports amoureux aussi. C'est le podcast donc Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon. Mais c'est rigolo ce que tu te racontes parce que j'ai l'impression que tout part d'Eva Illouz, qui est un peu ma sociologue phare en ce moment, qui raconte encore une fois dans La fin de l'amour, un désarroi contemporain, qu'il y a eu la révolution sexuelle et que donc par cette révolution sexuelle on a réinventé la façon de voir les relations amoureuses et que le mariage n'a plus été banalisé à ce moment-là. Et donc c'est Victoire Tuaillon vraiment qui dit après la révolution sexuelle où en fait l'engagement disparaît, il faut créer une révolution amoureuse, enfin romantique. Oui, c'est intéressant dans les études féministes de voir que le capitalisme a amené le mariage au centre de la vie intime et amoureuse, alors que, ça a toujours été le cas, mais que en fait il y a eu plusieurs étapes, alors je me rappelle plus exactement des étapes précises, mais que en gros, au XXe siècle, on a commencé à voir la relation amoureuse comme un peu le but de la vie, notamment pour les femmes. Et même en dehors des considérations matérielles, le but d'une vie, c'est trouver son prince charmant, trouver sa princesse charmante. Encore une fois, c'est beaucoup plus une injonction qui s'applique aux femmes. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on prend plus en charge dans la vie. Et pour moi, ça a été une révélation de me rendre compte de ça, alors que je me suis toujours dit que l'essentiel de ma vie, ce serait mon travail, ce serait qu'est-ce que je peux apporter au monde. Je pense pas que ce soit juste m'occuper d'un homme jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que j'ai d'autres choses à apporter et que, en fait, ça peut être enfermant d'avoir cet imaginaire, comme si le but de la vie, c'était juste le couple, quoi. Hétérosexuel, souvent en plus. T'as utilisé le mot charge. C'est une charge pour toi, l'amour amoureux ? Ouais, en fait, les relations en général, c'est une charge mentale, même juste temporelle. Le temps que je passe avec quelqu'un, c'est pas forcément un temps que je passe à travailler ou faire un truc qui me plaît, qui demande de la concentration. Ça veut pas dire que je m'épanouis pas quand je suis avec des personnes et que je fais pas des choses intéressantes ou qui m'enrichissent. C'est certain que la présence des autres peut être très très enrichissante, mais c'est un moment où j'ai du mal à être dans un entre-deux. Si je suis avec quelqu'un, je suis vraiment très présente, quoi, et j'ai envie d'être la meilleure personne possible pour l'autre, d'être une bonne écoute, d'être bienveillante, de lui faire des activités qui lui plaisent, et oui, forcément, c'est une charge. Et donc, souvent, dans les relations hétérosexuelles, je me suis retrouvée dans une position où je prenais plus
ces moments à deux où c'est la relation en charge que mon interlocuteur, quoi. Donc bon, au bout d'un moment, c'est un peu pesant. Et je pense que c'est quelque chose que ressentent beaucoup de femmes. On parle souvent de la charge mentale sur le plan du ménage ou d'activités du couple traditionnel dans la maison, etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Par exemple, juste pour se voir, programmer un moment où on se voit. Souvent, c'était moi qui me retrouvais dans la position où c'est moi qui me déplace, ou c'est moi qui propose tel moment, ou qui fait des efforts inimaginables de tordre mon emploi du temps ou d'annuler des rendez-vous et tout exprès pour créer ce moment à deux. Et je sais que c'est pas des efforts que l'autre personne fait nécessairement. Alors qu'en amitié, la question se pose pas. En général, on trouve toujours un moyen de se voir et ouais, j'ai souvent plus eu des rapports de réciprocité en amitié que une relation entre guillemets amoureuse, romantique ou sexuelle, quoi. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux. Même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère. C'est moins une charge alors l'amitié. Ouais. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Je me pose encore la question à quoi ça tient, parce que j'ai toujours eu des relations amicales hyper fortes, voire fusionnelles, voire toxiques, mais j'ai toujours été accompagnée de superbes amis, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me pèse, au contraire c'est toujours quelque chose qui m'enrichit, et je sais pas trop où je serais aujourd'hui sans mes amis, parce que c'est un peu les personnes qui m'apportent le plus d'amour et d'affection et d'attention au quotidien. Donc, ouais, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que justement ça tient au fait qu'on grandit avec cet imaginaire de il faut trouver l'homme de sa vie. Et donc, quand on se détache de cet imaginaire, enfin, quand on n'a plus cette pression, on peut vraiment faire place à de vraies rencontres plus sincères et profondes, quoi. Tu parles beaucoup ça fait 2 fois que tu parles de l'imaginaire. Toi, ça a été quoi ton imaginaire amoureux ? Je pense assez classique. J'ai grandi en regardant beaucoup de films de princesses, des trucs entre guillemets de filles. En fait, je crois que je regardais ça pas que parce qu'il y avait cet idéal de relation hétérosexuelle amoureuse. Je regardais ça aussi tout simplement parce que c'était les seuls protagonistes féminins qu'on nous proposait. J'ai jamais trop pu me reconnaître dans des figures masculines. Je sais pas trop pourquoi. Même encore aujourd'hui, tous les films que je préfère, c'est fait par des réalisatrices. Tous les livres qui me marquent, c'est écrit par des femmes. Ou alors avec des protagonistes féminins. Donc j'ai vraiment un attachement particulier à l'écriture, à l'expression féminine. Faut pas dire féminin parce que c'est pas tant ça, c'est plus que c'est fait par des femmes. Donc peut-être qu'il y a une expérience chez moi qui est particulièrement empreinte de l'éducation qu'on donne aux femmes. Je sais pas trop. Oui, du coup, je pense que j'ai vraiment grandi avec un imaginaire très, très stéréotypé. Et longtemps, j'ai pas compris les amants. Enfin, même encore maintenant, je les comprends pas trop. Pour moi, c'est un peu une espèce alien. C'est très récent pour moi d'avoir des amis garçons. Parce que je pense qu'on grandit pas pareil. La plupart des hommes valorisent des choses qui, moi, m'intéressent pas du tout. La violence, les rapports de force, la virilité... ça m'intéresse pas, quoi. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je suis allée chercher d'autres choses, parce qu'au fond, Barbie, c'est Barbie, quoi. C'est-à-dire que c'est plein de clichés, et en même temps, quand même, il y a des choses intéressantes. Barbie, c'est une personne assez incroyable, en fait. Elle est délicate, et je dis pas ça pour promouvoir le dernier film qui est sorti, mais je trouve que dans les figures féminines, même stéréotypées, il y a des choses à trouver, et c'est pour ça que je me reconnais particulièrement dans la nouvelle vague du féminisme aujourd'hui, qui n'est pas révolutionnons le monde en imitant les hommes, mais plutôt en valorisant ce qui a toujours été attribué à des valeurs féminines, donc le care, la bienveillance, la délicatesse. Je dis beaucoup ce mot délicatesse parce que je pense que ça renferme beaucoup d'idées intéressantes. Ouais, donc un imaginaire très cliché et en même temps, je pense assez avant-gardiste, enfin prometteur, quoi, pour l'avenir, je pense. Quel est le personnage féminin pour toi qui a
construit en fait ton imaginaire et dans lequel tu te reconnais encore aujourd'hui? Super dur. Moi, je pourrais dire Sengoku. C'est vrai. Bah ouais, enfin, moi j'ai été élevée avec les mangas de Dragon Ball et encore une fois, je me reconnaissais vachement dans Sengoku et je regardais tous les soirs si j'avais une queue de singe qui me poussait au-dessus des fesses, quoi. Non mais vraiment. Et puis, même si c'était un petit garçon et même s'il se battait tout le temps, bon, j'étais très bagarreuse de toute façon, j'ai toujours fait des sports de combat parce que j'avais besoin de m'exprimer comme ça. Sengoku, même si c'est un petit garçon, je me reconnaissais dedans parce qu'il avait des valeurs de bienveillance en fait et de naïveté et d'innocence face au monde. Un petit Candide finalement. Ouais, et en même temps je cherche ma place, je cherche mes origines et en même temps mon but c'est vraiment de faire des combats et de devenir le plus fort, mais pas devenir le plus fort pour briller. Devenir le plus fort pour moi-même. Et je crois que ça m'a vachement consolidé dans mon imaginaire. Bon, bien sûr, les personnages féminins dans Dragon Ball, il y en a pas énormément. Genre, sa meuf, c'est terrible. Chi-Chi, tu vois, au départ, on la voit quand ils sont enfants et elle est hyper badass. Et puis elle se marie. Et elle reste... C'est la fin. Ouais, c'est ça. Elle se marie, elle reste à la maison à élever son gosse, Sengohan, et à faire la cuisine toute la journée. Mais il y a dans Sengoku, vraiment, moi je me reconnais dans Sengoku. J'étais Sengoku quand j'étais petite. Hein, C'est marrant, parce que moi j'ai jamais pu m'associer à des personnages masculins. Pourtant on nous incite vraiment à le faire, parce que souvent les protagonistes sont masculins, enfin sont des hommes quoi. Mais moi j'ai jamais pu, je sais pas trop pourquoi. Et je crois que dans Sengoku aussi, dans Dragon Ball, ce qui me plaisait, c'est qu'il y a une aventure qui est pas que pour les garçons. À la base, la quête dans Dragon Ball, c'est trouver les 7 boules de cristal pour trouver le dragon qui va exaucer nos vœux. Et en fait, à la base, Sengoku, il a un rêve avec ces 7 boules de cristal. Ouais. Et en fait, petit à petit, il rencontre des personnes. Et en fait, son rêve... Il évolue et en fait, il passe au-dessous d'un autre rêve. C'est-à-dire qu'il va préférer ressusciter en fait quelqu'un qu'il n'a connu que très peu, ou parce que en fait ça va être le père de quelqu'un, enfin je sais plus exactement qui il ressuscite en premier, mais en fait je me souviens en tout cas que son rêve passe en dessous, et ça aussi c'était une bonne, en fait tu vois c'était pas un truc viril. Enfin, oui, c'est très viril. Non, le sacrifice c'est très dans l'imaginaire, enfin dans l'idéal de la femme, de la femme dévouée, voilà, qui se sacrifie pour autrui quoi. Et tu vois, au départ c'est un enfant et il garde quand même cette âme là. Même en devenant un père. Ok. Bon, bref, j'étais Sengoku quand j'étais petite. Et c'était un bon père. Moi, je sais pas. Mais ouais, c'est vrai qu'il est, il est quand même avec ses gamins, il les emmène un peu partout. Bon, super, on attend ça d'un père. C'est normal, actually. Dragon Ball, la quête finale, des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball, pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Non mais peut-être que j'avais pas assez de nuances, tu vois, je m'associais que à ce qui me ressemblait. En vrai, quand je dis que je peux pas m'associer à des personnages masculins, c'est pas vrai. Genre, je sais pas moi, le pianiste, comment tu peux ne pas t'associer à la douleur du protagoniste, même si c'est un homme, enfin bref. Il y a des trucs un peu universels, mais dans les figures de personnages enfants, je vois pas trop... Parce que ouais, soit c'était des filles, donc je sentais quand même au fond que c'était un peu trop cliché et que jamais je voudrais ne vivre que à travers mon couple, comme c'était souvent le cas pour les princesses. Enfin, c'est pas qu'elles vivent que à travers, mais c'est que c'est leur but de leur vie. Donc une fois qu'elles sont en couple, c'est fini quoi. C'est la fin de leur vie quoi. Finalement, elles se fondent dans leur couple, elles s'oublient dans le couple quoi. Elles sont plus que princesses, elles sont plus reines maîtresses de leur vie quoi. Donc c'est souvent la fin. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin moi, dans tous les films que j'ai pu voir petite, c'était souvent ça. Donc à la fois je pouvais pas trop m'associer à elle et en même temps j'étais peut-être un peu trop bête. Je pouvais pas voir l'intérêt d'autres personnages quoi. Mais non, en vrai je pense peut-être celles auxquelles je m'associais le plus, c'était genre les Totally Spies, parce qu'elles étaient super copines et qu'elles vivaient en coloc et qu'elles avaient des histoires avec des mecs, mais c'était un peu le piment de leur vie, c'était pas leur but de vie. Donc je dirais que c'était plutôt ça. Oui, c'est vrai. Je me dis aussi, Shrek fait un bon pied de nez à cet imaginaire. Ouais, c'est une super belle histoire d'amour, Shrek, en fait. C'est vrai. Fiona, c'est une princesse à la base. Ouais. Ouais, mais au fond d'elle, non. Au fond d'elle, c'est une ogresse. Non, c'est vrai. J'ai revu il y a pas longtemps, ouais, et c'est une belle rencontre, en fait. C'est pas des personnages qui sont voués à tomber amoureux, c'est un truc qui se fait progressivement, et c'est bien, c'est beau comme film, en vrai. Et c'est marrant. Et puis Shrek devient le prince. Oui, c'est vrai. En plus, il devient... c'est pas le roi, quoi. C'est vraiment le gendre, la pièce rapportée, quoi. Donc c'est pas non plus celui qui a le pouvoir, en fait.
Ouais, c'est intéressant comme image du couple, pas trop conformiste, quoi. Et puis ils préfèrent... Shrek et Fiona préfèrent retourner dans le marais que dans le château. Ouais, en fait, ouais. Après, bon, est-ce que l'isolement est la solution ? Oui, en fait, ils délaissent le pouvoir parce qu'ils sont bien tous les deux, ils n'ont pas besoin de... Peut-être, c'est un peu un rejet de la société aussi, dans un sens. Ils vont vivre qu'avec leurs amis marginaux. C'est une façon un peu de voir les choses. Ouais. Ils vont dans une ZAD, dans leur oignon. Fiona ? Oui, Shrek. Je vous aime. Pour de vrai. De vrai. Je vous aime aussi. Un baiser recevra, et ce jour tu seras belle. Pour parler de Shrek et Fiona, tu as utilisé le mot rencontre. Est-ce qu'une relation amoureuse ou amicale, c'est une rencontre ? Ouais, ça devrait, ouais. C'est sûr que on nous invite pas à avoir des relations vraiment authentiques. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est très rare. Ça vient un peu sans qu'on le calcule, sans qu'on l'anticipe. Et puis ça prend du temps aussi. Donc souvent, c'est avec des personnes que tu côtoies suffisamment régulièrement pour apprendre à se connaître. Donc je pense pas que... par exemple, je crois pas trop au réseau de rencontres et tout. Même si je suis sûre que ça peut marcher pour certaines personnes parce que on se parle pendant un moment et tout par message, mais il y a un truc très consumériste, très superficiel qui pour moi marche pas, quoi. J'ai besoin de vivre des choses avec la personne, j'ai besoin d'avoir plein d'expériences en commun, d'être confrontée à telles ou telles épreuves ou telle activité ensemble, voir comment on réagit dans différents moments et tout. Genre, je pense pas que une fiche Tinder, ça suffise pour connaître la personne. Enfin, je pense que personne ne croit vraiment à ça, mais enfin, je sais pas, j'ai besoin de vraie présence, de vrais échanges, et c'est très rare les rencontres, ouais, je pense. Ça prend du temps, c'est pas facile, c'est pas simple, pas une évidence, quoi, comme on nous le fait souvent entendre. Et je sais qu'aujourd'hui, une des principales causes de mortalité dans le monde, c'est la solitude. Alors bon, j'ai pas le détail de cette enquête, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui se suicident, ou est-ce que c'est des gens qui ont toutes sortes de maladies psychologiques qui entraînent la mort ? Je sais pas trop qu'est-ce qui entraîne la mort, en tout cas, la relation de cause à effet. Mais en tout cas, la solitude touche beaucoup de monde aujourd'hui, c'est certain. C'est sans doute dû à ça, au fait qu'on ait des imaginaires très restreints et des outils aussi de rencontres qui sont de plus en plus limités. Personne va sur la place publique, quoi, pour faire des vraies rencontres avec nos corps, avec nos voix. Il n'y a plus trop d'activités collectives. En fait, la plupart des activités, tu peux les faire tout seul. Ouais, c'est la société capitaliste, individualiste, où on vise l'efficacité, mais la rencontre, elle marche pas sur l'efficacité. Est-ce que tu penses que c'est lié au Covid, ou justement on se sert du Covid comme excuse pour justifier le fait qu'on est de plus en plus seul et qu'il y a de moins en moins d'activités en groupe ? C'est clairement une excuse. Moi, je pense que ça a commencé depuis bien plus longtemps que le Covid. Non, franchement... Je pense pas que ce soit lié. Au contraire, ça a amené à l'isolement. Tout le monde a une expérience très différente du Covid, mais ça a pu aussi amener à des familles à se retrouver, à passer plusieurs semaines enfermées dans une grande maison à la campagne. J'imagine que ça rapproche, quoi. Ça crée des choses qu'on n'a pas... Moi, par exemple, avec ma famille, on se voit plus très souvent parce que tout le monde est un peu à droite à gauche. Enfin, surtout moi, ça fait longtemps que j'ai quitté la maison familiale. Donc, du coup, ça m'a donné un peu un prétexte pour passer du temps, juste ne rien faire ensemble, ou faire des jeux de société, ou faire bronzette, ou faire, je sais pas, des chorés de danse, ou plein d'activités différentes, faire à manger. Et je pense que notre génération revient de plus en plus vers ça, vers des choses simples. Et au contraire, moi, je vois le Covid comme une chance. Alors sans doute que tout le monde le voit pas comme ça, mais je pense que ça a poussé tellement loin ce mode de vie très individualiste et très aseptisé, où personne se touche, personne se rencontre vraiment, et que du coup ça a renforcé paradoxalement le besoin de se toucher, de se voir, de rigoler ensemble, de faire des jeux, ce genre de choses beaucoup plus concrètes et simples, quoi. Est-ce que tu aimerais avoir peut-être moins d'amour, mais des amours qui durent, qui restent, et avec qui tu peux avoir des activités comme durant le Covid ? Ouais, totalement. C'est vrai que cette logique
consumériste un peu qu'on a souvent, qu'on nous présente comme un peu une forme de libération aussi. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Je me suis dit, ah ouais, donc c'est comme ça que ça fonctionne. La sexualité, c'est avoir de l'expérience pour ensuite être un bon coup. Je sais pas, plein d'injonctions qu'on nous donne comme ça et qui en fait entraînent toujours à la même conclusion, c'est que y a une économie de l'amour, il y a une économie des relations, il y a une hiérarchie, il y a un classement, Et en fait, ça amène à beaucoup de vide en fait. Je me suis rendu compte qu'à 24 ans, j'avais plein d'expériences, mais aucune qui reste, quoi. Il n'y a rien qui m'a vraiment nourrie. Je me sens plus riche de mes amitiés que de mes autres relations. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'autre chose. Effectivement, des vraies rencontres. Moins, mais mieux. En fait, ouais, je crois qu'aujourd'hui, je cherche juste, comme tu disais, un plan tendresse. Un plan, c'est nul, parce que c'est comme si on calculait qu'on allait juste se donner de la tendresse et tout. Genre, j'aime pas forcément mettre des mots sur les choses, et je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su ce que je voulais, c'est-à-dire effectivement des vraies rencontres, un truc plus sincère, plus simple, où on communique, on se dit les choses, où on vit des choses ensemble qui sont pas forcément toujours bien. Genre, des fois, juste de l'affection et du silence... ça fait du bien, et c'est plus riche des fois que juste une nuit de conversation, si c'est pour au final ne plus se parler après pendant des mois ou voire toute la vie. Enfin, à quoi ça sert de passer une nuit avec quelqu'un si c'est pas si on construit pas quelque chose ensemble, quoi. With a clothespin, skin still wet, still on my skin. Mango in your mouth, juice dripping. Shoulder of your shirt sleeve slipping. Christmas Eve. Peut-être c'est un conseil que je me donne à moi-même et à tous ceux qui veulent l'entendre, qu'il faut pas se comparer, il faut pas se laisser avoir par des injonctions néfastes. Il faut accepter qu'on n'est pas fait pour avoir des relations éphémères, et voire même des fois il y a des périodes où on n'est pas du tout fait pour avoir tel ou tel type de relation, et c'est ok, il n'y a pas de règles en fait, on invente ses propres règles, et il faut écouter ce qui nous fait du bien. Et si c'est juste voir ses amis de temps en temps, aller au cinéma, ne voir personne ou juste avoir quelqu'un avec qui faire telle ou telle activité sans forcément penser au sexe, genre des fois c'est bien aussi. Mais ouais, refuser ce qui nous fait du mal aussi, c'est important. Ne pas se laisser avoir par des vieux mecs. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars qui sont très néfastes. Enfin, moi ça a été souvent ça dans ma vie, et faut pas se forcer. Si ça marche pas, c'est comme ça, tout passe. C'est pas grave. I don't wanna get married, don't wanna have your baby, baby. You say that I will change my mind, maybe I will down the line. This shit is getting scary, you're pressuring me like crazy, it's crazy. Don't wanna live life in rewind, having my future lay behind me and you. It's me or you. It's me. Plus j'avance dans ma vie, plus je me dis que moi, ma clé pour créer des relations réussies, mais quels que soient les types de relations amoureuses, amour, familiales, même professionnelles, c'est d'être amoureuse de moi-même. C'est vrai que faut vraiment... C'est hyper important de prendre soin de soi. En tant que femme, on a tendance à l'oublier. Parce qu'encore une fois, on grandit avec cette idée que notre but et notre rôle dans la vie, c'est d'être présent pour les autres, d'être une bonne sœur, une bonne épouse, une bonne fille, une bonne secrétaire, une bonne assistante, ce que tu veux. Alors qu'en fait, on peut exister pour soi-même aussi. C'est pas interdit. Et on a largement les ressources en nous pour être heureuse sans la présence de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas forcément sans la présence, parce qu'on peut pas vivre seul. Et je pense qu'il y a de la dépendance
De toute façon, on est des animaux sociaux. Mais on a le droit de refuser des situations où on se fait exploiter, même des fois quand c'est pas une évidence, même quand c'est pas dans le cadre professionnel ou structurel, même des fois dans le cadre intime, on peut se faire exploiter. Il faut pas perdre ça de vue. Ça peut être très fatigant parce que comme on n'est pas éduqué pareil avec les hommes mais même il y a des femmes aussi qui peuvent être très néfastes pour nous, mais souvent on s'en rend plus facilement compte que les hommes, comme on nous donne ça comme un schéma normal, c'est plus difficile de s'en apercevoir, que t'es la seule à envoyer des messages, que t'es la seule à organiser des choses, que t'es la seule à faire des cadeaux, que t'es la seule à t'inquiéter de si l'autre va bien. Des choses vraiment basiques, élémentaires, qu'on a tendance à oublier. Et moi, c'était mon anniversaire, pourquoi c'est moi qui ai dû lui rappeler que c'était mon anniversaire ? Pourquoi c'est moi qui ai dû lui dire que j'allais pas bien en ce moment ? Pourquoi il s'en est pas inquiété de lui-même ? Pourquoi il s'en est pas aperçu ? Pourquoi il a pas vu que là, dans cette situation, j'étais mal à l'aise ? Enfin, c'est ce que j'appelle la délicatesse, dont beaucoup d'hommes manquent. Je sais pas à quel point c'est une... Enfin, si, c'est sûr, c'est une donnée sociale, c'est une question d'éducation, et beaucoup d'imaginaire aussi, de transmission ancestrale. Donc, non mais oui, c'est super important de prendre soin de soi, de savoir s'écouter. C'est dans un podcast, voilà, Le cœur sur la table, où elle dit que il faut qu'on retrouve notre voix, qu'on a tendance à oublier, notre vraie voix. Que souvent, on intègre beaucoup de voix externes qui sont pas les nôtres, et qui sont culpabilisantes ou très frustrantes ou qui incitent à se comparer. Il faut vraiment savoir s'écouter. Franchement, c'est très très dur. Je pense que c'est le travail d'une vie, quoi. Surtout, encore une fois, quand on est une femme et qu'on se place toujours au second plan. Donc ouais, retrouver sa vraie voix, je pense que c'est important. Retrouver sa vraie voix dans toutes les relations. Ouais. À commencer par la sienne. Ouais. Mais ça, c'est ce que permettent les vraies rencontres. Ce que ne permet pas une rencontre superficielle, passagère, où on se connaît pas en fait. On est là, mais on est des inconnus. On fait les choses qu'on nous a dit de faire parce que voilà, c'est comme ça. T'as un mec, je suis une meuf, on s'attire. Ok, c'est cool. On passe la nuit ensemble et après quoi. And so what? On se voit de temps en temps parce que ça nous décharge, mais en fait ça nous fait du bien dans un sens, mais je pense que ça c'est pas viable et c'est pas vraiment intéressant quoi. C'est pas des vraies histoires qui nous nourrissent et qui nous permettent de en fait c'est pas juste que ça nous permet pas d'entendre notre voix, c'est surtout que ça nous l'occulte quoi. Qu'après on sait plus trop ce qu'on veut, on sait plus trop qui on est. C'est pas toujours quantifiable ou c'est pas il m'a forcé à manger du riz alors que j'aime pas ça. C'est plus que en fait ta petite voix intérieure elle disparaît, tu sais plus trop ce que t'aimes, ce que tu veux, ce que t'attends de la vie, ce que tu vaux. C'est dommage parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire tous. C'est mon père qui disait on a tous quelque chose que les autres n'ont pas et c'est très vrai. On a tous quelque chose à apporter d'unique. Faut laisser personne gâcher ça. On a tous droit à la reconnaissance et c'est normal de demander de la reconnaissance, de demander à ce que nos sentiments et nos idées soient reconnus à leur juste valeur. C'est important de le faire valoir dans toutes les relations qu'on a, que ce soit professionnel, amical, amoureux. Faut pas se laisser avoir par un imaginaire trop limité ou par des injonctions sociales vraiment néfastes, quoi. Le but des relations, c'est avant tout de se sentir bien et voilà. Hey, ma'am, it's not gonna work. It has nothing to do with you. I'm sorry. It's me. The thing is, I'm picky. And all the time I drive him crazy. I drive him crazy 'cause I'm sexy. Vous venez d'écouter le 9e épisode de Parlez-moi d'amour en compagnie de Tessa, 24 ans, étudiante en philosophie et comédienne. Les chansons ont toutes été choisies par mon invité et vous avez donc pu entendre Anything de Adrian Lenker, Honey de November Ultra, I'm Picky de Chaka Ponk et Les Dormantes de Zao de Sagazon. Si vous avez été attentif et attentive, vous avez donc aussi pu reconnaître le générique en français de Dragon Ball et la scène finale du véritable amour dans Shrek 1. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez
n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnham. C'était Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris et soutenu par West Track Radio. Baby,